朋友们，今天看到一个视频，非常的有意思，跟大家分享一下。我们都知道，中国是一个应用程序 APP 的大国，中国的 APP 非常的优秀。我想，如果不是因为欧美的打压和限制，中国 APP 完全有能力占领全球。甚至像印度这样的国家都曾经大规模的限制中国 APP， 这不就证明了我们的 APP 实在是吸引力太强了吗？只能通过行政的手段去进行打压。除了我们常见的 TikTok、小红书、吸引等等，中国的手机游戏 APP 也是占领了全球手游市场相当的份额。那么欧美世界就有人开始思考，为什么中国的 APP 这么的厉害？当然了，因为个人的专业背景不一样，每个人考虑的点都不同。这一段视频呢，就是几个法国人在讨论中国的 UI 设计，他们试图从中西方的设计理念和风格的差异中找到中国 APP 强大的秘密，并且探讨了汉字和字母、集体主义和个人主义在设计中的不同体现。这些观点很特别，我们一起来看一下。Est-ce qu'il y a d'autres choses? Par exemple, on n'a pas trop parlé de la langue. Oui. Mais est-ce qu'il y a des choses qui sont reflétées par le fait qu'on a des langues très très éloignées quand même? Ouais. Eux, ils ont donc des caractères qui sont logographiques, alors que nous, notre langue, elle est romane, c'est très linéaire en fait. On lit un mot de gauche à droite. Eux, pour le coup, les caractères, c'est une image en fait en réalité qui est bidimensionnelle. Donc rien que ça, en fait, c'est bête à dire, mais ils ont, dès la naissance, en fait, une manière de penser et de lire les choses et d'appréhender les choses qui va être beaucoup plus complexe que la nôtre, parce qu'en fait, ils regardent l'ensemble pour ensuite se concentrer sur un élément, alors que nous, on va beaucoup plus, en fait, regarder un seul et même élément d'abord pour ensuite voir ce qui se passe autour. Si je dis ça, c'est parce que c'est très, très lié aussi avec la manière de penser. Donc ça, c'est deux autres termes, en fait, qui sont hyper intéressants aussi. Il y a une manière de penser qui est très analytique et une autre manière de penser qui est holistique. Mais en gros, ce que ça veut dire, c'est que nous, en tant qu'occidentaux, quand on va regarder une application ou un site web, on va se concentrer sur des boutons. Par exemple, le bouton acheter pour moins 50%, forfait 2 pour le prix d'un. On se focus vraiment sur différents éléments, mais espacés, pas le tout. Et c'est notamment ce pourquoi les applications et les sites web sont beaucoup plus espacés, beaucoup plus de blanc, parce qu'on va se dire, OK, on focus l'attention sur différentes parties sans trop charger sur le tout. D'ailleurs, c'est hyper important, on le dit toujours dans les designs de sites web, d'avoir des call to action, oui. des éléments sur lesquels l'utilisateur doit se concentrer et de mettre le paquet pour que... Sur ça, pour que tu cliques en fait. Pour que tu cliques, ouais. Alors que pour le coup, les Chinois, l'Asie en fait de manière générale, a une analyse qui est beaucoup plus holistique et qui est liée à leur caractère aussi, qui va faire qu'au lieu de voir les différents éléments un par un, ils vont vouloir voir le tout d'abord pour identifier quelles sont les différentes fonctionnalités, qu'est-ce que l'application propose, quelles sont les différentes choses, et ensuite se dire « Ok, je clique sur quelque chose et je vais dans un flow un peu plus profond ». Donc on a une approche qui est complètement différente. Ça a été observé notamment par l'ancien directeur de Google Asie, quand ça existait encore, qui pour le coup avait fait justement de l'eye tracking. Donc l'eye tracking, c'est un appareil qui va permettre de voir exactement où vont tes yeux sur des tests utilisateurs et donc de voir comment tu scannes en fait le site et l'application. Et ils se rendaient compte notamment que les Chinois étaient très « je scanne tout ». Et ensuite, je vais à un endroit, alors que ils ont testé ça sur des Américains. Les Américains, c'était très, je m'arrête sur justement les différents call to action. Et donc, il y a vraiment donc, c'est pas une fumisterie d'ergonome, ça a été mesuré. C'était mesuré, testé. Et d'ailleurs, il y a des applications chinoises comme Shein et même Taobao, qui en fait sont des entreprises chinoises, mais qui ont fait un design occidental. Parce que eux, chez eux, le design n'est pas du tout comme ça. Et donc c'est vraiment... Il y a deux versions, quoi. Oui, il y a deux versions. C'est même pas le même nom, en fait, d'application. Notamment, j'avais vu, c'était Deliveroo et l'équivalent chinois qui mettaient... Mais en fait, quand tu ouvres l'application, t'as tous les types de nourriture, mais sur 5 lignes. Et ensuite, tu peux encore tout switcher de cette manière-là. Ça prend énormément de place. Alors que nous, notre Deliveroo, en fait, le type de nourriture est très, très soft. C'est sur une petite ligne. Faut swiper, ouais. Et en fait, tu arrives rapidement vers les potentielles recommandations, les dernières choses que tu as achetées. C'est vrai que si on regarde en termes de surface d'écran,
Là, chez nous, il y a la place pour 3 icônes et demie, entre guillemets. Mais c'est ça, ouais. Et nous, il y a beaucoup de place, là, en plus, quand tu vois comme ça. Tu arrives à dissocier vraiment les différentes parties de l'interface en disant, bah là, il y a mon titre, là, il y a mes éléments en dessous qui correspondent à ce titre-là. Alors que eux, c'est très rapidement tout ce qu'on propose. On maximise la surface d'écran. On maximise, c'est ça. Et ensuite, toutes les promotions aussi. Et le rouge. Le rouge, là, qui pète, effectivement. Mais parce que dans le physique, ils ont ça aussi. Tu peux voir sur YouTube, il y a justement des personnes qui s'amusent à filmer des promenades de nuit à New York, à Shanghai. Et en fait, tu vois à quel point, en comparant, même si New York c'est très éclairé, et il y a beaucoup de couleurs et tout, c'est pas du tout fait de la même manière que en Chine. À Shanghai, tu vas avoir justement toutes ces couleurs dans tous les sens, tous ces néons de partout, les affiches que tu vas lire, il y a de l'information pareil dans tous les sens. Il y a très très peu d'espace en fait pour le vide. Parce que eux, c'est pas bien vu. Mais du coup, pour les applications, c'est super intéressant. Mais du coup, dans les jeux vidéo, parce qu'on joue aux mêmes jeux vidéo, donc j'imagine que toutes les règles que tu as dit avant, elles s'appliquent aussi, j'imagine, dans le game design. Il y a beaucoup de règles dans le web et dans les applications. Dans le jeu vidéo, c'est pas du tout comme ça, en fait. Il y a, en tout cas, en Occident, aujourd'hui, il y a très, très peu de règles où tu peux te dire, OK, je prends ma Bible du X et je suis capable de me dire, bah, ça s'organise de cette manière-là dans les interfaces. Parce que même si tu as cette impression-là, en fonction de ton jeu, en fonction de ce que tu veux mettre en avant, de manière générale, de ce qui se passe, en fait, dans ton jeu, t'as justement des règles, mais faut quand même faire attention parce que c'est pas très intéressant d'avoir des jeux qui ont tous la même tête. Et ensuite, parce qu'encore une fois, en fonction de tes contraintes et en fonction des mécanismes du jeu, t'as pas besoin de mettre les mêmes choses en avant. Mais par contre, c'est vrai que dans les jeux asiatiques, moi j'entends très souvent dire, mais en fait ils s'en foutent de l'accessibilité. Oui, de l'accessibilité. C'est-à-dire que tu vas devoir cliquer sur 3 boutons en même temps, ton menu c'est pas clair, l'ergonomie de manière générale, ça dépend. Encore une fois, il y a des jeux qui sont très bien faits, en tout cas d'un point de vue occidental et des codes entre guillemets UX, on se dit OK, c'est clair. Et c'est ça qui est hyper intéressant aussi, c'est que on se rend compte qu'en disant ça, on a notre biais encore une fois occidental de mais c'est évident, moi je sais faire, je sais que le design c'est ça les codes plus ou moins connus, alors qu'en fait ça se trouve non. C'est relatif entre guillemets. Ouais, c'est totalement. C'est hyper intéressant. C'est que d'un certain point de vue, tu pourrais dire que c'est nous qui sommes en retard en réalité sur le fait que on a besoin de designer des applis entre guillemets hyper intuitives parce que vraiment on a peur de perdre les gens tout le temps, mais que là-bas justement ils sont plus ou moins dans l'étape d'après, de maximiser l'efficacité, l'usage. On a notamment parlé avec Vincent Delacour, qui est un Français qui vit en Chine depuis 20 ans, et il a beaucoup d'expérience en développement d'applis, de microprogrammes, justement. Il a dit une phrase, je crois, c'est 2 ou 3 fois plus ergonomique en réalité. Ouais, en termes d'ergonomie, je dirais pas qu'ils sont ultra en avance parce qu'encore une fois, je pense que chacun on a nos manières de voir les choses et si demain on décidait d'avoir le même design que les Chinois, en fait, ce serait reprogrammer notre cerveau. C'est comme si tu me disais, bah en fait, maintenant tu t'arrêtes au feu vert et tu démarres au feu rouge. On a trop cet impact culturel en fait sur nous. Par contre, en termes d'expérience globale, ouais, ils sont très avancés. Et c'est vrai que quand justement il expliquait tout ça, je me dis mais en fait j'ai l'impression que c'est Black Mirror. C'est-à-dire qu'il nous expliquait des cas où c'est très pratique. Par exemple, tu vas dans un magasin, t'as pas ta carte bancaire, ton téléphone, ou même juste t'as la flemme en fait de sortir tout ça. Tu prends en fait un élément dans le magasin, t'as besoin d'un chargeur, t'as besoin d'acheter à manger, tu peux repartir. Et vu qu'en fait toutes les données sont partagées, donc il y a ce problème de données, et qu'il y a des caméras de partout, ça scanne ta tête. Et ils savent que t'as pris ça et t'as moins 5 € sur ton compte bancaire sans avoir rien sorti. C'est comme Amazon Go. Ouais. Lui, il expliquait même que par exemple, il est à un feu rouge. S'il décide de traverser au feu rouge, il y a sa tête qui est prise en photo et apparemment t'es affiché devant tout le monde sur le fait que t'as traversé au rouge, quoi. Est-ce que, parce que là on a dépeint évidemment une vision entre guillemets assez stéréotypale dans le sens où on essaie de dépeindre une certaine manière dont ça fonctionne. C'est vrai en moyenne. Est-ce qu'il y a des exceptions? En gros, est-ce qu'il y a des applis qui se démarquent, qui font différemment On peut pas tester toutes les applications chinoises en étant en France, c'est un peu compliqué, à moins d'avoir VPN et tout ça. Mais je crois qu'on n'a pas toutes les fonctionnalités, donc j'ai pas pu tout tester, mais celles que j'ai testées, les principales, elles ont toutes la même tête. Et on a demandé justement à Vincent, lui, ce qu'il voyait de son côté, mais apparemment, il vaut mieux pas trop sortir de ce qui est déjà fait. Déjà parce qu'il y a cette contrainte de super app, en fait, de se dire, bah maintenant c'est plus tant tu fais une application qui est à côté de WeChat ou à côté des géants super app, c'est plus tu essaies de mettre ton mini-programme dans ces applications-là. Et il y a énormément de contraintes à côté de ça, au-delà du design, par le gouvernement. C'est-à-dire que quand tu fais une application, il y a beaucoup plus de chances que ton application soit mise sur le Play Store et Apple Store
t'as pas autant de régularisation. Et eux, pour le coup, il y a aussi ça, il y a toute cette passe où il faut. Vincent expliquait que par exemple, quand il avait sorti ses applications, il avait dû envoyer par papier, imprimer son code et envoyer ça par voie postale au gouvernement pour qu'il puisse reviser justement son code et que son application, soit approuvée. Donc, de manière générale, en tout cas, de ce que j'ai vu, c'est les applications chinoises essaient pas trop de dévier de ce qui existe déjà, parce qu'en fait ça marche, ce qui existe marche déjà, donc du coup on réutilise ces codes-là. Et en réalité c'est un peu pareil pour nous en Occident, on essaie de pas trop dévier, et encore une fois c'est pour ça qu'il y a des codes et qu'il y a beaucoup plus de documentation UX sur le web et les apps, parce que en fait c'est plus facile, il y a plus d'études, il y a plus d'applications, il y a plus de cas d'usage, et si ça marche, on se dit voilà, on le réutilise. Tu utilises tout ce que l'utilisateur a appris avant de venir sur ton site. Exactement. Pas de zéro à devoir lui apprendre des concepts. C'est ça. On crée des automatismes, le menu, c'est toujours comme ça. C'est ça. Dans une application, t'as un besoin, tu veux transférer de l'argent, t'as pas envie qu'on t'explique pendant 50 minutes comment transférer de l'argent. Alors, sur notre site, en fait, c'est pas une souris. Ça marche à l'œil. Mais vraiment, encore une fois, de culture. C'est Hofstede, d'ailleurs, c'est un psychologue social qui a fait plein, justement, d'études, notamment sur les cultures. Et pour identifier, en fait, et essayer de comprendre les différents pays, et ainsi que leur culture, il a essayé de créer tout un... Alors, c'est un barème, ouais, c'est ça, avec différentes dimensions. Et notamment, il y en a deux qui sont hyper intéressantes. C'est à quel point le pays va être collectiviste ou individualiste. Donc, collectiviste, ça va être vraiment, on a l'habitude d'être entouré de plein de monde et on travaille pour un groupe, on est là pour un groupe. Individualiste, c'est plus justement l'Occident où on pense individuellement parlant, c'est pour le bien d'une personne. Et la deuxième dimension, c'est vraiment à quel point on accepte le risque. Et en fait, ces deux dimensions-là, elles sont hyper importantes dans la compréhension aussi de comment la Chine a évolué comparé à nous. C'est que parce que eux sont beaucoup plus collectivistes, ont l'habitude d'être tout le temps en groupe. La notion de vie privée, c'est aussi quelque chose qu'ils ont beaucoup moins par rapport à nous. Par exemple, moi, je sais que j'étais allée en Chine voir mon copain. Je voulais aller aux montagnes jaunes. Je décide de payer avec ma carte bancaire pour justement voir ça. Il y avait 2 Chinois qui étaient à côté de moi au moment du paiement, alors que je rentrais mon code de carte bancaire. Et je me disais, mais il n'y a pas de ligne pour dire que justement il faut être plus loin derrière. Non, ils ont pas du tout cette notion, en fait, beaucoup moins en tout cas par rapport à nous, d'espace privé. Et donc ils vivent vraiment, en collectivité, beaucoup moins individuelle. Ce qui fait que les applications, en fait, la manière dont elles sont designées, ça reflète justement la manière dont eux vivent de manière générale. C'est-à-dire que, en tout cas, c'est quelque chose qui ne les dérange pas d'avoir cette notion tout centraliser. Voilà, de tout centraliser, parce que c'est bien pour le groupe, parce que c'est plus pratique pour tout le monde. T'as effectivement pas à dire à ton pote, vas-y, moi, je te fais un virement par PayPal, alors que lui, il a Lydia ou quoi que ce soit. Donc il y a vraiment cette partie-là. Et il y a aussi la partie ils ont beaucoup moins peur que nous. Ils acceptent beaucoup plus facilement le risque que nous. Et typiquement, avec justement la protection des données ou d'autres choses comme ça, eux, de savoir que toutes leurs données sont sur une seule et même application, c'est pas tant un problème. Alors que nous, par exemple, quand Meta a commencé à annoncer, on a toutes ces applications ensemble, il y a tout le monde qui a dit, ouais, moi je pars sur Signal, ou je switch d'application. Vraiment, c'est parce qu'on est beaucoup plus éduqués, entre guillemets, et regardant sur la protection de nos données. Et surtout, encore une fois, on est individualiste, donc on a peur pour nos propres données. Alors que les Chinois, ils savent que ça part au gouvernement, et que le gouvernement les gère comme eux le souhaitent, mais ils ont pas cette peur-là, en tout cas, de protection de données, quoi.